like I'm leaving you to be out. I don't mind. Me and Misty is so endless. The best we make it running. Alright. Greenback Boogie. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir des sujets qui vous et nous passionnent dans une ambiance détendue. Et nous sommes cette fois-ci toujours dans la saison 11 et je suis over excited d'accueillir l'invité que vous allez découvrir dans quelques instants. J'ai eu l'immense chance de travailler par 2 fois avec lui dans ma carrière et aujourd'hui il est avec nous dans Club Sandwich. Donc voilà, ça me rend très 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 heureux. Et c'est Pascal Gauthier, le CEO de Ledger. Pascal, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, parce que tu m'as dit de dire qu'il fallait que je dise que ça allait bien. Je reviens de C'est... cure, je reviens de cure en Autriche, j'ai perdu 7 kilos, je suis en pleine forme. Et Ah je oui, suis heureux d'être ici avec vous. Et c'est un plaisir pour moi aussi d'être sur ce podcast avec Audrey, bien évidemment, mais surtout toi, Pierre, parce que je suis là où je suis aujourd'hui grâce à toi. Parce que quand j'étais un jeune manager chez Yahoo, on repassera peut-être après sur mon parcours, mais celui qui m'a expliqué comment travailler avec des fonctions support dans le cadre d'une entreprise publique, c'était Pierre Landy, et donc je te remercierai jamais assez. Voilà. Et content d'être là aujourd'hui. bon, bah ça y est, je rougis pour ceux qui regardent en direct. Alors, juste avant qu'on passe à toi, Pascal, évidemment, aujourd'hui, vous avez remarqué quelque chose de spécial. Nous ne sommes mais que deux aujourd'hui, puisque malheureusement, l'India ne pouvait pas se joindre à nous. Mais en tout cas, j'ai le plaisir de retrouver mon acolyte sur plein de projets. C'est Audrey Deléris, notre chasseuse de tête extraordinaire, qui va accompagner et qui fera sa chronique tout à l'heure au cours de l'émission. Audrey, comment vas-tu? Bonjour Pierre et bonjour Pascal. Écoute, ravi de vous retrouver, surtout que je te vois extrêmement enthousiaste là, encore plus que d'habitude Pierre. Et j'en profite pour embrasser l'India qui nous manque déjà, mais qu'on va retrouver très très vite. Alors, quel va être le thème de ta chronique aujourd'hui, Audrey? Aujourd'hui, on va parler de ce que veulent les opérationnels, parce que je vous ai déjà fait les managers, les candidats, donc maintenant ça va être les opérationnels. Parfait. Alors, on revient vers toi dans quelques questions. On va commencer avec Pascal. Aujourd'hui, donc, on a réfléchi à plein de titres pour cette émission, mais il y en avait un qui m'a beaucoup fait rire, qu'on a gardé, qui est Direction juridique, comment passer de la cave au COMEX. Et donc, c'est un petit peu de ça qu'on va parler. Pascal, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je peux. Donc, je m'appelle Pascal Gauthier, je suis parisien, je suis né à Paris dans le 17e. J'ai fait le lycée Carnot à Paris, puis je suis parti en province, à Saint-Grégoire de Tours, où j'étais en internat, parce que mon père il m'a envoyé en internat. C'est vachement bien. Après, j'ai loupé mes études secondaires, et donc, du coup, je suis passé directement dans le monde du travail. J'ai commencé par en 2000, juste avant que la bulle explose, une petite société qui s'appelait Do qui faisait des opinions de consommateurs. Ce qui était rigolo, c'est qu'en 2000, du coup, j'avais 24 ans ou 25 ans, un truc comme ça. Et personne croyait aux opinions de consommateurs. Mes potes de 20 ans, en gros, ne croyaient pas à Internet. C'était assez rigolo. Et puis finalement, les opinions de consommateurs, c'est devenu un truc. Do pas grand-chose, mais après, j'ai fait quelques coups. J'ai rencontré Pierre Chapas, Dominique Vidal, toute la grosse équipe de Quelcou à l'époque, où j'ai appris plein de choses avec des managers géniaux. Et puis, Quelcou s'est fait racheter par Yahoo. Et quand Quelcou s'est fait racheter par Yahoo, j'ai eu cette chance d'être en charge de l'intégration de Quelcou dans Yahoo, Yahoo qui était une société cotée en bourse, et de devoir intégrer le légal, la finance, les RH. Et comme je faisais assez mal au début, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit: attends, 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 c'est pas comme ça que ça marche, mets-toi à côté de moi, je vais t'expliquer. C'est quelqu'un, c'était Pierre Landy, et qui m'a expliqué en gros à quoi servaient les fonctions support dans le cadre de, de la marche normale d'une entreprise, et d'autant plus quand une entreprise est cotée en bourse. Et donc du coup, ça m'a donné la formation dont j'avais besoin pour, après quitter Yahoo, rejoindre une petite société qui s'appelait Criteo, qui faisait pas de revenus, la pivoter vers la publicité comportementale, ce qui était en gros ce que je faisais chez Yahoo et Quelcou, etc., etc. Et cetera. Et donc ça, c'était Criteo, et qu'on a introduit en bourse en 2013 avec le succès qu'on lui connaît à l'époque. Euh, et au moment de l'introduction en bourse, je pars, je réfléchis à ce que je veux faire. En 2014, je me dis que ça sera le Bitcoin. Je ne sais pas exactement quoi, mais je monte sur une entreprise qui s'appelait à l'époque ChallengerDeep, mais challengerdeep.com, à dire très vite, dans des conférences, c'est difficile. Donc,
On a transformé ça en Kaiko, et Kaiko, c'est une société qui fait de la data de marché en ligne, des indices, enfin tout un tas de trucs comme ça vachement bien pour les marchés financiers, et qui est désormais dirigée par Ambre Soubiran, et qui est une société dans laquelle il y a plus d'une centaine de collaborateurs. Ça se passe très bien, et qui est catégorie leader dans ce domaine-là sur les crypto-monnaies. Et au même moment, j'avais investi dans Ledger, qui est toujours une société de sécurité basée sur les technologies de la carte à puce, et qui permettent de sécuriser la propriété privée, en fait, numérique, euh, des clients. On est connu pour euh, ce qu'on appelle un signer, quelque chose avec lequel on signe les transactions, un signer sécurisé qui s'appelle le Nano. Ça, c'était ce qui nous a rendu célèbres. On a sorti une nouvelle gamme de produits avec des écrans sécurisés qui permettent, en fait, qui est le seul moyen de faire des transactions crypto tout en possédant en ne faisant pas de compromis soit sur la sécurité, soit sur la possession. Voilà. Et ce qu'on fait pour le consommateur, on le fait aussi pour l'entreprise. Dans le cadre, donc la première fois qu'on a travaillé ensemble avec Pierre, c'était chez Yahoo, et la deuxième fois, donc, c'était chez Ledger, puisque j'ai réussi à convaincre Pierre d'être notre General Counsel très vite en 2017, quand je rejoins l'entreprise pour faire le scale. 2019, je suis nommé CEO. 2021, Chairman et CEO. Et pour faire venir Pierre, j'ai dû lui promettre de faire disparaître l'hiver de sa vie. Et pour l'instant, c'est promesse à peu près tenue, j'ai l'impression. Oui, so far so good. Et quand Pascal veut quelque chose, pour ceux qui le connaissent, c'est très difficile de dire non, j'ai tenu à peu près 6 mois, mais finalement, j'ai cédé aux sirènes de Pascal Gauthier et je ne l'ai jamais regretté, je tiens à préciser. Les sirènes, c'est de l'argent, hein. C'est très attiré par l'argent, Pierre. Alors, rappelle-toi, il n'y avait pas que l'argent, il Je n'y avait pas sais, que l'argent, il y avait l'autonomie il qui a dit était. qu'on était là pour rigoler aussi un petit peu. Eh bien, on est, mais C'est vrai. j'assume pleinement qu'il y avait l'argent, mais l'autre truc, c'était l'autonomie. Parce que quand tu as goûté aussi à être indépendant, j'ai dit à Pascal, OK, je viens, mais je peux pas, voilà, laisse-moi l'autonomie totale sur mon organisation. Et Pascal, qui est, on va en reparler, un leader exceptionnel, a dit, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, moi, le travail doit être fait. Et c'était la seule chose que j'avais besoin d'entendre, et voilà, et je suis venu. Et je l'ai jamais regretté. Parfait. Pascal, moi j'ai une Aujourd'hui, ça fait mal. question. J'ai une question à te poser. Si on regarde ton COMEX aujourd'hui, où est-ce que sont positionnés la finance, les RH, le juridique dans ton organigramme? J'espère que la réponse va être à la hauteur enfin, de Pierre, mais connaissant du coup Pierre, j'espère que c'est au plus haut niveau. Dis-nous tout. Oui, c'est au plus haut niveau. Ils sont en COMEX, et j'ai chaque fonction qui me reporte directement. Mais bon, le, chaque entreprise est différente, et ce que Ledger est aujourd'hui, la façon dont on travaille, c'est pas forcément un miroir impeccable pour l'ensemble des gens qui vont nous écouter. Il y a différents types de sociétés qui ont différents types de besoins. Il s'avère que dans ce que Ledger fait, il y a un vertical fort sur le légal, très fort sur le légal, avec tout ce qu'on connaît sur la régulation, sur les affaires publiques, sur les contrats, etc., etc. Parce que quand on travaille dans la blockchain, dans les crypto-monnaies, dans la sécurité, qu'on fait du shipping de produits, enfin, je veux dire, ce qu'on doit faire au niveau légal pour simplement opérer, c'est monstrueux. Et moi, ma règle numéro un, c'est ne pas aller en prison. Donc voilà, donc mon General Counsel, c'est mon Trusted Advisor, et il me reporte directement, puisque on navigue des territoires qui sont non régulés. On vend des produits partout dans le monde, et donc la fonction légale, elle doit vraiment être sous stéroïde, parce que ça doit être une fonction très forte dans l'entreprise, avec un leader très fort. Euh, la fonction finance, pareil, parce que quand on fait et du hardware et du software et de la facturation sur l'ensemble des pays du monde, etc., la fonction finance doit être très forte. Et la fonction RH, pour nous, doit être très forte, parce qu'on est sur un marché mondial, en compétition mondiale. On recrute sur plusieurs villes, sur plusieurs pays, sur plusieurs continents, et donc bon, on ne peut pas se permettre d'avoir une des trois fonctions faibles. Il y a d'autres entreprises où, par exemple, chez Criteo, on était organisé assez différemment, et ça pouvait se comprendre, parce que il y avait moins d'enjeux sur le légal, par exemple. C'était une fonction qui avait le mérite d'exister, mais ce n'était pas une fonction aussi forte que chez Ledger,
par la force des choses et le travail qu'il y avait à faire. Donc déjà, pour commencer, dans une entreprise, c'est pas parce qu'on n'est pas au COMEX qu'on a loupé sa vie. Enfin, je veux dire, une entreprise, c'est une équipe. On doit tous jouer notre partition en fonction de là où euh, le CEO et où la décision corporate nous demande de jouer. Et ensuite, on a le droit de pas être d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on peut quitter l'entreprise. Mais sinon, soit on accepte sa place de joueur et on fait avec et on avance, etc. Mais ce que je veux dire, toutes les entreprises ne justifient pas que toutes les fonctions euh, euh, partenaires business ou support, on les appellera comme on voudra, que sont légal, finance et, euh, et RH, soient forcément au COMEX. Mais dans le cadre de Ledger, elles sont au COMEX, toutes les trois, elles me reportent directement. Alors le truc, évidemment, sur ça, je suis globalement d'accord, mais quand les boîtes commencent à atteindre une certaine taille, et il y a vraiment une distinction hein, sur laquelle je vais aller entre la réflexion anglo-saxonne et la réflexion française sur ce sujet. En fait, tu sais, dans les boîtes anglo-saxonnes, il y a la notion de check and balance. Et ça, c'est surtout depuis l'affaire Enron, où tu as l'idée que, par exemple, si je te donne un exemple très concret, la direction juridique qui reporte à la finance, ça peut poser un problème parce que l'objectif de la finance, c'est de contrôler les coûts. L'objectif de la direction juridique, comme tu l'as dit, c'est d'être le trusted advisor. D'ailleurs, merci pour utiliser ce terme euh, que j'affectionne particulièrement, beaucoup plus que business partner, d'être le trusted advisor du CEO et, comme tu l'as dit, de l'empêcher d'aller en prison. Et tu ne peux pas avoir un directeur financier qui, sous prétexte de vouloir économiser des coûts, parce que c'est sa mission, et il a raison, hein, en tout cas, il doit contrôler les coûts, doit empêcher un directeur juridique qui lui reporte, en tout cas, c'est la vision anglo-saxonne, de ne pas faire les dépenses qui sont nécessaires pour protéger le CEO. Et quand tu as parfois des reporting lines comme ça, aux États-Unis, c'est considéré comme un problème de check and balance. Tu peux pas avoir quelqu'un qui est judge et jury. Et ça, effectivement, c'est pas forcément la position française pour toutes les raisons que tu as évoquées. Mais je pense qu'à partir d'un moment où une boîte a une certaine taille, en revanche, on ne peut pas faire l'économie personnellement, c'est un choix du juridique en particulier, de l'avoir qui reporte directement à la personne qu'il est censé protéger. Ouais, bon, peut-être, mais c'est la nécessité et la mère de toutes les vertus, en fait. Tout ça, c'est très théorique, parce qu'en pratique, tu es lié à ton marché, t'es jamais open budget, et donc il y a quand même pas mal de... Entre la théorie et l'application parfaite, ce que je veux dire, c'est que il y a... il y a des trade-offs, j'ai plus le mot en français, il y a des... comment on appelle ça, les trade-offs en français? Oui, des compromis à faire. Il y a des compromis à faire, merci beaucoup, putain, quelle honte. Il y a des compromis à faire et c'est ce que je veux dire. Donc, il y a, il y a, il y a une cible type et ensuite il y a des compromis à faire. Une des raisons aussi pour laquelle en fait les US c'est différent de la France, c'est que en fait, et notamment dans le monde des startups, de la technologie, etc., aux US, tu as beaucoup de startups qui scalent et qui scalent pour être des décacornes, donc c'est-à-dire 10 milliards, puis plus gros, 100 milliards, etc. Et puis quand tu vois, je sais plus à combien il va lister sa nouvelle boîte là, Musk, là, qui est la combinaison de X et de Space. ouais, Space, je sais pas quoi, là, Starlink. Et ben oui, c'est sûr que là, tu as trois fonctions fortes, etc., etc. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais réussi à scaler des startups au-delà de quelques centaines de millions. Et puis quand tu fais 2 milliards, tu es, champion du monde, etc. Il y a Revolut là qui vient de faire 75 milliards, mais ça reste que 75 milliards voilà, malgré le fait que j'ai beaucoup de respect pour ce que Nick a fait, que sa boîte elle est extraordinaire, etc. Il y a aussi Mistral, mais Mistral c'est dans le monde de l'AI qui est monstrueux, c'est que bon, 15 milliards à la dernière valorisation et j'espère qu'ils vaudront plus à la prochaine, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ta valorisation, c'est aussi ta capacité à être compétitif. Euh, et donc, si tu veux, souvent, tu as un écosystème en Europe qui favorise pas en fait le fait d'avoir des fonctions support forts parce que notamment, il n'y a pas de y a personne qui va en bourse. Tu vas en bourse où en Europe? Et donc, aux États-Unis, pourquoi tout le monde s'équipe comme ça avec des fonctions fortes, support, etc. Parce que il y a pas mal d'entreprises qui ont la possibilité d'aller en bourse aux États-Unis. Et pour aller en bourse, là, ce que je veux dire, c'est que la gestion corporate veut tout dire. Donc, on dit un peu la même chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que la gestion, enfin, la façon dont on utilise le corporate en Europe, c'est trop faible.
mais c'est lié aussi euh, aux capacités d'exit. Donc souvent, il y a un compromis qui est fait en se disant, bon, de toute façon, ma boîte, elle ne vaudra pas 10 milliards ou 100 milliards ou je ne sais pas combien. Donc de toute façon, au bout d'un moment, je vais la vendre et la seule chose que je peux espérer, c'est un exit. Donc ça sert à rien d'augmenter les coûts des fonctions support parce que l'avantage compétitif que ça me donne finalement est minime par rapport à, au coût que ça représente du coup ma boîte a une meilleure EBITDA quand je voudrais la vendre, quoi. C'est un peu la logique qu'il y a en Europe mais qui est due au fait que les marchés proposent pas beaucoup de sorties. Et d'ailleurs, tu pourras faire un test, hein, tu regardes sur les 20 dernières années en France qui a introduit sa start-up en bourse. Bah, il y a eu Criteo au Nasdaq et puis c'est tout, je pense. Il y a eu Believe qui Il y a eu s'est Believe, ouais, j'allais dire. sur Euronext, ouais, mais sur Euronext, enfin tu vois, c'est pas la même chose Ouais. déjà. C'est pas la même liquidité, hein. Et puis bon, mais il y en a pas beaucoup, tu vois. Et quand tu regardes sur les 20 dernières années, qui a eu une liquidité totale en vendant son entreprise, hein, et à quel montant, tu verras aussi que c'est pas des grosses ventes. Voilà. Donc il y a quand même enfin ceci explique cela, quoi. Ouais, et sur le compromis aussi auquel tu as mentionné le mot compromis tout à l'heure, je pense aussi, bon, moi, effectivement, je suis un peu un ayatollah des reporting lines parce que j'ai été élevé à l'école Ledger et à l'école américaine, mais c'est vrai qu'il y a des compromis, et si le juridique reporte à quelqu'un d'autre que le CEO, l'important pour moi, c'est de ne jamais casser la ligne directe entre le legal et le CEO. C'est-à-dire que tu peux très bien reporter, par exemple, à la finance et ne pas être COMEX, tant que le juridique, tu vois, toutes les 10 jours, 15 jours, a un point avec le CEO pour l'alerter sur les risques qui le concernent. Moi, c'est mon principal souci, pour qu'il puisse arbitrer en disant qu'il soit pas tenu à l'écart par un échelon Ouais. qui ferait qu'il a pas ce contact, tu vois. Et donc, c'est pour moi, c'est le compromis minimum. Il faut que le CEO ait accès directement à l'information le concernant pour pas... Bon, voilà. je pense qu'on met trop d'importance sur les lignes de reporting. Les lignes de reporting, ça ne veut pas dire qu'on a mis des murs en place. Et de toute façon, si tu es un bon manager, tu manages TN-1 et TN-2. Donc, dans le cadre où un chief legal, par exemple, ou la fonction légale reporterait au CFO, moi, en tant que CEO, je dois manager mon CFO, mais je dois aussi manager ses reports et faire un catch-up régulier, etc. Donc, typiquement, pour des raisons de sanity check en termes de management, déjà, juste ça, et aussi pour les raisons que tu indiques d'aller prendre l'information à la source, etc. Parce qu'il y a certaines choses, et notamment légales, qui m'importent moi directement et je me passe d'un filtre supplémentaire pour y avoir accès. Mais si tu prends l'exemple d'une société qui fait Ledger, ça fait 700 personnes aujourd'hui, donc on a une certaine taille. Mais si tu prends une société qui fait une centaine de personnes, par exemple, bon, et qui n'est pas encore dans son prime time en termes de revenus et qui n'est pas encore en train de développer, tu vois, en vision d'une introduction en bourse, etc., tu peux faire certains compromis. Là où il ne faut pas faire le compromis et l'erreur qui est souvent faite, parce qu'en fait, du coup, c'est un espèce de spectrum avec soit une accélération totale où à la fin, les trois fonctions sont en COMEX, soit rien du tout. Donc rien du tout, c'est pas bon. Tout le monde au COMEX, bah, ça dépend un peu de là où est ton entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, du coup, le mauvais réflexe de l'entrepreneur français et ou parfois européen, c'est de carrément avoir aucune idée de quoi faire avec ses fonctions. Et d'ailleurs, ça se comprend. Parce que moi, ce qui m'a donné l'idée de travailler avec ces fonctions, de comprendre à quoi ça servait et pourquoi c'était mieux pour le business, c'est mon passage chez Yahoo et ce qu'on racontait, le travail qu'on a pu faire ensemble chez Yahoo. Où là, je me suis dit, ah, en fait, c'est pas juste des empêcheurs de tourner en rond, ça permet aussi d'accélérer le business et c'est plutôt, au lieu de dire des fonctions support, c'est des fonctions, c'est aussi des fonctions business. Et d'ailleurs, moi, mon but quand j'ai intégré Kelkoo dans Yahoo, c'était de faire en sorte d'utiliser tout ça mais au bénéfice de l'exécution, pas juste pour mettre des process et qu'à la fin, tout le monde sort du bureau en étant misérable parce que ça intéresse personne, les process rigides, quoi. Bon, à part les fous, mais ça, c'est un autre problème encore. Et donc, le problème de l'entrepreneur européen, c'est que souvent, il n'est pas passé par des boîtes cotées. Donc, en fait, il ne se rend pas compte de la rigueur qu'il faut avoir pour construire un grand business. Et à la fin, aujourd'hui, c'est pas tellement le problème de coter son entreprise ou pas. C'est plus ça le Graal, parce qu'aujourd'hui, on peut financer son entreprise privée de manière privée ad vitam aeternam, on peut aller en bourse, on fait ce qu'on veut, mais c'est des bonnes pratiques pour qu'est-ce qui fait que je peux construire la meilleure entreprise possible. Et quand même être bien organisé, bien comprendre son organisation corporate, c'est très important. Et d'ailleurs, dans la vie d'une entreprise, il y a les opérations et l'exécution quotidienne,
Mais il y a aussi l'exécution corporate, qui sont quand même deux choses complètement différentes. Le CEO, il est responsable, il est Chief Executive Officer, il est responsable des opérations business, mais il est aussi responsable de la stratégie et du corporate. Et c'est le corporate, c'est pas l'exécution commerciale, c'est pas l'exécution, c'est pas marketing et comms, sauf dans le cadre des communications corporate par exemple. Mais corporate, c'est bien un élément à part. Et donc, si on n'a pas réfléchi à ces fonctions support, on ne peut pas faire bien son corporate déjà. Et si en plus on n'a pas de fonction support, ça veut dire qu'il y a cette espèce de tentation française qui vient du fait qu'on est suradministré. Donc en fait, l'entrepreneur français, c'est un génie qui a toujours cru que si c'était pas une bombe en comptabilité, en droit, etc., s'il faisait pas en fait ses fonctions support lui tout seul, et si c'était pas un savant dans le support et dans le corporate, il n'avait pas le droit de monter son business. Alors qu'en fait, pas du tout. Il faut savoir déléguer à des gens qui sont plus compétents. En plus de ça, le millefeuille administratif français est tel que, à la fin, l'entrepreneur français, s'il veut faire ça en pensant que c'est sa compétence forte en tant que CEO, bah, du coup, il fait plus que ça. Et en France, moi, si je faisais tout l'administratif là qu'on doit faire au bureau, je m'en sortirais jamais. J'aurais pas le temps de manager le business et faire ce qu'un CEO doit vraiment faire. Et donc, quelle que soit l'entreprise, il y a quand même besoin d'avoir un penchant corporate. Et donc, quand on commence une entreprise, au moins d'avoir un CFO qui tient la route au départ, parce que le management du cash, c'est quand même le nerf de la guerre. Et ensuite, tu peux mettre legal et HR dedans. Et après, quand tu grandis, etc., ensuite, tu rends les fonctions indépendantes pour toutes les raisons qu'on a données. Donc, c'est vraiment pour moi un espèce de curseur. L'erreur, c'est d'être à zéro en disant ça sert à rien, ça coûte de l'argent, etc. Parce qu'en fait, ça sert à scaler. Et surtout, ça sert à décharger du CEO ben, tout le travail que le CEO ne doit pas faire, en fait. Parce que sinon, ça l'empêche de penser, ça l'empêche de faire la stratégie, ça l'empêche de gérer les opérations en même temps. Arriver à gérer les stratégies, l'opérationnel et le corporate en même temps, c'est pas facile. Et Pascal, du coup, là, on a bien compris l'utilité du juridique et c'est pas Pierre et moi qui allons dire le contraire, puisque Pierre, tu fais ça depuis des années et moi je les recrute, donc là on est tous d'accord sur l'utilité du légal. Qu'est-ce que ça change pour toi, vraiment de les avoir en direct? Est-ce que ta position, tes prises de décision, ta stratégie, est-ce qu'elle est différente parce que justement tu as le légal en direct avec toi? Alors déjà, le juridique, oui, c'est important chez Ledger, etc. Mais j'ai pas dit que c'était important dans toutes les entreprises, hein. J'ai plein d'entreprises en tête où bon, la fonction juridique, de toute façon, elle est atrophiée. Nous, c'est la fonction juridique, je dirais, chez Ledger, elle est hypertrophiée. Hyper. Non? En tout cas, elle est bien là. Ouais, elle est là. Elle est bien présente. Elle est là. Ça se dit pas hypertrophiée. Bon, bref. Euh, et donc, encore une fois, il faut juger de. Bon. Et donc, il y a des business où c'est la fonction finance qui prime totalement, parce que c'est les business. Quand tu réfléchis au business de hedge fund, tu as une fonction finance qui va être très forte, tu as une fonction légale sans doute qui va être forte, tu as une fonction compliance qui va être forte, mais tu as une fonction RH qui va peut-être être moins forte parce que tu as moins de gens, tu vois, qui bossent dans un hedge fund, etc., etc. Bon, donc en fait, tout dépend un peu de ton business. Moi, je suis pas salarié de l'entreprise déjà, je suis mandataire social, donc je suis responsable pénalement, enfin civilement et pénalement. Donc la raison pour laquelle je veux avoir mon general counsel à côté de moi, c'est déjà ça. Et d'avoir un téléphone rouge entre moi et mon general counsel, parce que, et en plus, on travaille sur des sujets qui sont en avance sur leur temps, dans des zones de régulation qui sont peu claires, etc. Donc c'est mon rôle en tant que CEO pour mes employés, pour mes clients, pour mes investisseurs, etc., d'être à la pointe de ce qui peut se faire au niveau de la légalité qu'entoure mon business, au niveau de la régulation qu'entoure mon business, parce que je ne peux pas me retourner vers tous les gens que je représente en disant ah ouais, désolé, je ne l'avais pas vu venir, quoi. Donc la fonction légale chez moi, elle est extrêmement forte, elle est en direct parce que ça fait partie des responsabilités qui m'incombent directement. Et, euh, et donc voilà. Mais de la même manière que on a des problématiques RH très fortes et donc c'est pour ça que, etc. Bon, et ensuite, je sais travailler avec ces fonctions. Parce que tu as un autre problème, c'est que si tu n'as jamais travaillé avec ces fonctions, déjà, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et donc, travailler avec ces fonctions en direct, c'est aussi savoir à peu près quoi leur dire, où mettre l'accent, ce qui ne va pas, etc., etc., ce qui n'est pas évident.
Je me rappelle un truc avec Pierre où, par exemple, j'avais vu que, enfin, je sais pas, j'avais eu le sentiment qu'il y avait des problèmes de scam, de phishing, etc., etc. Et je suis allé voir Pierre et j'ai dit, il faut que tu embauches telle fonction. Et Pierre m'a dit, ah, t'es sûr, etc. J'ai dit, ouais, ouais, je suis sûr, ouais. Et donc, bon, bref, on l'a fait. Et puis, je sais pas si tu te rappelles, Pierre, ou si je me rappelle bien de l'histoire, mais quelques semaines après, tu es venu me voir en disant, putain, je sais pas comment t'as fait pour le voir, mais tu avais raison, on a besoin de la fonction. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. J'avais pas mis ça dans mon immédiat, dans les choses qu'il fallait recruter immédiatement. Et Pascal avait dit, moi je pense qu'on va avoir des problèmes. On devrait, c'est ce qu'on appelle abuse. C'est la fonction abuse, ça a plein de noms, security, trust and safety, abuse. Enfin, bon, il y a plein de noms qu'on peut donner à ça. Et effectivement, je me rappelle, c'est même Léa qu'on avait fait venir à l'époque. Et puis c'était quelque chose que tu avais vu. Que tu avais vu venir et ça c'est très vrai en plus savoir et puis il y a un truc que je voulais dire aussi sur cette histoire aussi il y a un critère tu sais sur les entrepreneurs français dont tu parlais qui parfois mettent pas ou ne pensent pas etc. Je pense que il y a aussi, les jurys sont aussi personnellement responsables de leur situation quand ils ne sont pas directement au CEO, qu'on les met sous la finance, etc. Je pense que pendant trop longtemps, et je l'ai dit plein de fois, les juristes étaient des adeptes du non. Ils adoraient dire non. Je sais pas pourquoi, ça leur donne une espèce d'énorme pouvoir. Et donc, chat échaudé craint l'eau froide. Tu as beaucoup d'entrepreneurs, je pense aussi, qui ont eu des juristes qui ont été élevés à cette culture du non, c'est-à-dire ceinture bretelle et pas être vraiment pensée business ce qui ne sont évidemment pas les types de juristes avec lesquels tu travailles, Pascal, parce qu'ils tiendraient pas environ 15 jours. Et du coup, ça a aussi engendré cette espèce d'idée qui n'est pas totalement fausse, que les juristes manquent parfois de pragmatisme, de créativité, d'appétence au danger, au risque, etc. Et ça, c'est quelque chose que nous, les juristes, on doit apprendre. Je disais toujours à mes équipes, et vous n'avez pas le droit de dire non. Si tu dis non comme ça, mais oui comme ça. Il faut proposer des alternatives. Il faut engager un dialogue avec les personnes qu'on conseille et on n'est pas juste là pour être des empêcheurs de tourner en rond. Non, en fait, Et il faut ça, c'est dire, vraiment un mindset qui doit changer. faut dire soit oui, mais, ou alors non, mais être très motivé dans le non. Donc, non, mais je pense que, de toute façon, tout ça, encore une fois, c'est un spectrum. Il y a des gens en France qui savent très bien travailler avec les fonctions support. Faut pas dire que personne ne sait le faire, parce que ça, c'est pas vrai. Ah, c'est vrai. Il y a des gens qui savent pas. Il y a des CEO qui n'ont pas l'expérience et donc qui savent pas. Il y a des CEO qui ont l'expérience, mais qui travaillent avec des fonctions support qui elles ne l'ont pas, etc. Bon. Et donc finalement, à la fin, tout le monde doit trouver sa place, mais la façon de bien réfléchir, c'est que on est des partenaires pour créer un business ensemble. Euh, la fonction legal qui dit non euh, ou qui fait exprès de toujours peindre une image avec des risques qui ne sont pas des risques réels, ou qui dit toujours qu'il y a des risques, mais sans qualifier le niveau de risque, ça, c'est une fonction empêcheur de tourner en rond. Celle-là, elle n'a pas sa place au COMEX. La question, c'est comment est-ce que je fais pour accélérer le business. Et puis, de toute façon, au bout d'un moment aussi, il faut être d'accord sur un truc, c'est que si on a une fonction et qu'on n'est pas d'accord avec son CEO, au bout d'un moment, sur des choses qui sont assez fondamentales, qui touchent l'éthique, etc., il faut juste partir, en fait. C'est-à-dire se Mm. battre contre des moulins, ça sert à rien. Donc moi, je parle d'une exécution normale avec une entreprise normale, avec un objectif normal, etc. Je ne parle pas d'un CEO fou qui veut faire n'importe quoi, bien évidemment. Et à ce moment-là, ça doit être une collaboration business. J'entends ce que tu veux me dire, je vois où tu veux aller, je vais essayer de t'accompagner. Exactement. Je te dis ce que tu peux faire, je te liste les risques, je te donne les vrais risques et pas, j'enfle pas les risques parce que en fait moi j'aimerais bien amener la société ailleurs, mais donc je fais le boulot à ta place, etc. Ça c'est pas possible. Mais c'est vrai pour les autres fonctions, hein. Tu peux regarder la fonction RH sur ce qu'elle fait avec le management de carrière ou la comp and ben, etc., etc. Si tu as une fonction RH qui en fait, c'est un état d'esprit, quoi. Si je demande d'aller quelque part, si tu me dis d'abord non, mais, ça c'est pas bon. Si tu me dis oui, mais, ça c'est bon. Et en fait, il y a une manière de dire les choses. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que là, avec l'AI, ce qui est en train de se passer d'ailleurs pour les fonctions support, parce que je pense que vous voulez parler d'AI peut-être à un moment donné, mais l'AI se comporte aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est fonction support, legal, comme une source de vérité et comme un juge impartial. Et ça, c'est un truc qui va mettre beaucoup de pression sur justement euh, les fonctions légales, RH et finance, qui va forcer finalement tout le monde à avoir la vraie conversation.
Non, tu peux pas faire ça. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, là, je viens de demander à Grok, Gemini, tout ce que tu veux. Et en fait, t'as raison, on peut pas exactement le faire comme ça, mais comme ça, on peut le faire. Et les risques sont beaucoup moins élevés que ce que tu viens de me dire. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et moi, j'ai bossé avec beaucoup de legal ou de finance, etc., où ça se fait pas. Enfin, ça le fait pas. C'est-à-dire, les seules réponses que tu as qui reviennent, c'est non, les risques sont énormes. Les mails que tu te prends, c'est des mails méga anxiogènes, genre il n'y a plus de cash dans la boîte, ah bon? Et puis sans solution apportée. Ah oui, tu me donnes juste l'information qu'il n'y a plus de cash dans la boîte, mais par contre, tu fais pas le travail de me dire pourquoi, comment, quelle est la solution, enfin, juste tu me donnes des problèmes. Donc il y a beaucoup de fonctions support aussi, ou des gens qui bossent dans les fonctions support, qui pensent que leur travail, c'est de rapporter des problèmes à leur CEO. Alors qu'en fait, le travail, c'est d'apporter des solutions Tellement, concrètes. on est totalement alignés, hein. Voilà. Donc le travail se fait dans les deux sens, etc. Donc comment avoir sa place au COMEX? Ben, en étant quelqu'un qui apporte des solutions. Et en étant quelqu'un qui fait le travail, pas son travail. Parce qu'il y a son travail, donc ça c'est la job desk, etc. Et puis ensuite il y a le travail. Et le travail, c'est compliqué, parce que le travail, ça veut dire responsabilité. Responsabilité et ownership. Extreme ownership. Il y a un bouquin qui s'appelle Extreme Ownership, je t'enverrai la référence, qu'il faut lire et qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a deux choses, hein. Savoir quelque chose, c'est une chose, le comprendre, c'est autre chose. Et moi, j'ai vu plein de gens qui lisent ce livre, mais qui n'arrivent pas à l'exécuter. Ça veut dire qu'ils ont compris, enfin, ils savent ce qu'il y a dans le livre, mais ils ne le comprennent pas, parce que si le comprendre, ça veut dire que tu sais l'exécuter. Et donc, les fonctions support n'ont accès au COMEX que si c'est des fonctions business et que si elles aident dans l'exécution et qu'elles font le travail et pas leur travail. Entièrement d'accord, on dit souvent avec Audrey que c'est pas quelque chose qui s'exige, c'est quelque chose qui devient naturel tellement c'est évident. Et que ça devient évident. On va continuer dans un instant. On va juste faire une pause un instant, Pascal, pour écouter la chronique d'Audrey. Donc je vais lancer le jingle, comme nous avons des jingles pour les chroniques, car je suis aussi l'ingénieur du son. Et on te reprend juste après avec notre dernière question. À toi, Audrey, jingle. Get the fever. Merci Pierre. Alors, dans mes précédentes chroniques, je vous ai parlé de ce que veulent les candidats, de ce que veulent les entreprises, et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que veulent vraiment les opérationnels et qu'on écoute parfois trop peu. Et vous allez le voir, Pascal et Pierre, je vais être quand même très très alignée à ce que vous venez de dire. Donc, dans beaucoup de recrutements, on écoute les RH, on écoute le management, on écoute la direction, et puis parfois, on oublie ceux qui vont travailler au quotidien aussi avec la personne recrutée, notamment les juristes, c'est-à-dire les opérationnels. L'histoire, elle est assez classique. Je vois un recrutement très bien mené sur le papier, une fiche de poste solide, vous savez que ça me rassure et que j'aime bien ça, un process carré, ça c'est très important aussi, on en a déjà parlé, et on a un candidat excellent, le top du top sur le papier, quelqu'un qui est vraiment bien. Et pourtant, ça peut arriver, quelques mois plus tard, ça ne fonctionne pas. Pas parce que le candidat est mauvais, parce qu'on a dit qu'il était excellent, donc c'est pas pour cette raison que ça ne marche pas, mais parce que le terrain n'a jamais été vraiment écouté. Et ça, c'est ce que veulent vraiment les opérationnels. C'est pas forcément un CV parfait. Ils cherchent quelqu'un de fiable, quelqu'un de disponible, quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de curieux aussi, quelqu'un qui s'intéresse à eux et à leurs enjeux, quelqu'un qui comprend leur réalité, la réalité de l'entreprise et de ce qu'ils vivent au quotidien, leurs contraintes, leurs urgences. Quelqu'un qui sait dire, OK, on va faire simple, donc les solutions, c'est ce qu'on disait avec Pascal et Pierre juste avant. Quelqu'un qui va dire, voilà ce qu'on peut faire. Et quelqu'un qui ne va pas dire non, mais quelqu'un qui va dire oui, et voilà comment on va faire. Donc là, totalement aligné avec ce qu'on vient de se dire juste avant. Le décalage, il est aussi fréquent, très souvent, entre ce que les opérationnels veulent, parce qu'ils ne sont pas consultés. Ou alors, ils sont consultés trop tard, et on leur présente une décision déjà prise, un candidat déjà validé. Et quand ils expriment un doute, bah, on leur dit, bon, bah, tu verras, t'inquiète pas, c'est un très bon profil, ça va marcher. Sauf que pour eux, un bon profil, c'est quelqu'un qui leur facilite la vie. Ce que j'observe en recrutement, c'est que quand ça échoue sur le terrain, c'est pas forcément une question de compétence, c'est une question de connexion aussi. Donc évidemment, s'il n'y a pas de connexion et que la personne n'est pas compétente, ça ne peut pas marcher. Mais il faut vraiment qu'il y ait les deux. Donc la personne recrutée, elle doit parler le même langage que les opérationnels, parce que parfois, c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes lectures de priorité. Ça peut créer de la friction, ça peut créer de l'incompréhension et ça peut créer aussi de la frustration. Donc, quelques repères très concrets. Si vous recrutez, pensez à ça. Qui va travailler avec cette personne tous les jours? Quelles sont leurs contraintes réelles? Qu'est-ce qui leur fait perdre du temps aujourd'hui?
et qu'est-ce qu'ils attendent très concrètement de ce recrutement. Moi, je vous encourage, c'est vraiment d'impliquer les opérationnels. Ça ne veut pas dire ralentir un recrutement, ça veut dire le sécuriser. Et ça m'arrive de plus en plus que des clients impliquent justement un opérationnel en fin de process pour voir est-ce que ça va matcher. Vous ne pouvez pas impliquer tous les opérationnels, sinon ça fait 15, 20, 30 rendez-vous, c'est impossible. Maintenant, impliquer quelqu'un avec qui la personne travaillera au quotidien, qui sait bien comment les autres fonctionnent aussi, ça peut permettre d'anticiper pas mal de choses et d'éviter des erreurs. Donc pour conclure, je vais finir avec une citation. Une citation, tu le sais bien Pierre, j'adore ça. Aujourd'hui, je vais citer Henry Ford qui a dit: Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Donc un recrutement réussi, c'est pas seulement une bonne décision en comité, c'est aussi une collaboration qui fonctionne sur le terrain. Et pour ça, les opérationnels doivent être absolument entendus. Bon, bah écoute, Pascal, je pense que tu es d'accord avec ça. Je crois que dans vos processus de recrutement, il y a un peu tout le monde c'est un peu ça qui est validé. Enfin, pas sans que ça dure des heures et des heures, parce que je sais que ça Très bien. t'active aussi. Ouais, tout à fait, ouais, on essaie de construire des équipes. Bon, c'est le travail d'équipe, ça se fait avec euh, les gens qui sont au-dessus, les gens qui sont au même niveau et les gens qui sont en dessous. Donc, oui, je suis d'accord avec l'analyse. Ouais. Merci. Alors, Pascal, pardon, vas-y, Audrey, vas-y, vas-y, Non, vas-y, je vas-y. remercie Pascal d'être en phase avec tout ce qu'on s'est dit. C'est vraiment dans la même lignée, trouver les bonnes personnes avec les bonnes connexions et qui sachent réfléchir aussi, pareil, en tout cas, apporter des choses qui vont Bah, porter vers la solution. le seul truc, c'est que, ouais, non, le seul truc que je dirais par ta chronique, c'est que quand tu décris, à un moment donné, tu dis, bon, il faut pas qu'il soit parfait, mais par contre, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, comme l'autre, mais la personne que tu décris n'existe pas, hein. C'est-à-dire que la personne qui arrive, qui comprend tout, le grand problème dans les entreprises, c'est quand même de problèmes de communication et de perception de communication. Je peux te dire un truc là, je suis pas sûr que tu vas le comprendre. Pas dans le sens où tu n'es pas intelligente ou quoi que ce soit, mais c'est simplement je dis les choses d'une manière et ensuite toi, ce que tu entends, c'est via le filtre de tes émotions, de ton passé, de ce que tu as vécu, etc., etc. Et cetera. Et donc aligner les perceptions, c'est vraiment très difficile. Donc le personnage que tu décris là, ou l'employé que tu décris qui arrive, qui comprend les perceptions de tout le monde, qui s'implique, enfin qui s'intègre hyper bien dans l'équipe parce qu'il est trop intelligent émotionnellement, etc. Ça c'est globalement ce qu'on appelle un A+ player et c'est la perle rare. C'est un idéal, en tout cas. Voilà. Ouais, c'est un idéal. Donc non, mais parce que tu disais, bon, c'est pas un idéal, mais il faudrait que ça soit comme ci, mais tu décris l'idéal en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu un épisode marrant avec mon frère, là, parce qu'on bosse ensemble dans le cadre de mon family office. Et à un moment donné, je lui fais toute une explication d'un business, bon bref, peu importe, un truc assez compliqué, et on fait enregistrer par l'AI. Et en fait, l'AI recrache la conversation avec le truc vachement bien, et mon frère me dit, waouh, l'AI a mieux compris que moi ce que tu as dit. Et en fait, c'était assez rigolo parce que moi, j'avais l'impression d'être hyper clair dans ce que je disais. D'ailleurs, Léa a très bien compris ce que j'ai dit parce qu'elle a recraché hyper fidèlement. Mais j'étais persuadé que mon frère il avait compris tout. Et en fait, pas du tout. Et donc, l'alignement de perception, c'est le truc le plus difficile dans l'entreprise parce que en fait, on est d'abord émotionnel et après, on est rationnel. Et en fait, en vérité, si tu voulais qu'une entreprise fonctionne très bien, il faudrait d'abord être rationnel ou avoir une capacité de rationalisation très rapide et très forte juste après l'émotion, ce qui est d'ailleurs la qualité que tu demandes à un CEO ou à un C-level, etc., etc. C'est tu gommes au maximum l'émotionnel et pas dans le sens où tu deviens un robot corporate, etc., parce que ça c'est horrible, mais dans le sens où ta capacité d'analyse doit être pragmatique, ancrée dans le réel, etc. Et tu dois enlever tes filtres émotionnels absolument, quoi. Et d'ailleurs, c'est dommage, elle n'est pas là aujourd'hui, mais l'India, je pense, validerait ce que tu dis à 150 000%. Si elle fait de la process com, tu connais certainement le modèle. C'est ce modèle qui permet de comprendre les canaux de communication des gens et que tout le monde, tu vois, enfin, tu peux dire quelque chose et les gens se comprennent pas, etc. Et c'est vrai que ce truc, moi j'en ai fait ma spécialité, mais que les gens se comprennent et se parlent, etc. Ça, c'est absolument vrai. Voilà, on peut très très vite ne plus se comprendre et ça peut très très vite D'ailleurs, donner des situations. j'ai des outils pratiques que je peux donner là. Ah, mais donne, donne. On Déjà, adore les exemples. déjà, dans ce qu'on disait sur les fonctions support, etc., tu vois, typiquement aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une fonction support peut avoir sa place au COMEX? C'est de pas faire son job, c'est de faire le job. Et c'est quoi le job aujourd'hui d'une fonction support? Ben, c'est d'aller voir son CEO et de lui expliquer comment l'AI va impacter de manière corporate l'entreprise. Si je suis au légal, c'est quoi l'impact de l'AI en termes de coûts, de productivité, etc., etc. Ça, c'est typiquement
un partenaire business qui arrive avant que son CEO le demande avec une solution à un problème que le CEO doit être en train de qu'il a et des questions qu'il doit être en train de se poser ou qui devrait être en train de se poser. Et la question, c'est si tu attends que ton CEO te le demande, bah, t'es pas stratégique et tu fais pas le travail, tu vois. Parce que souvent les gens ils disent, ça c'est pas mon travail dans le sens où on m'a pas demandé de le faire. Mais si tu veux être C-level, etc., on ne demande plus de faire, il faut faire. En fait, le travail c'est de faire et notamment d'arriver avec voilà, un plan, qu'est-ce que ça veut dire pour le légal aujourd'hui, l'impact de l'AI, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de rapidité, de productivité, d'économie, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais dire, et il y en avait un autre, mais j'ai oublié. Alors, on a Et deux dernières questions et on te laisse. On sait que tu as des journées très importantes, donc on ne veut pas trop prendre de ton temps. Audrey, la première. Je sais pas si elles sont oui, importantes, mais elles sont pleines, ouais. Importante, pleine. alors Pascal, on a parlé au niveau hiérarchie avec le CEO tout en haut et en dessous, du coup, trois fonctions légales, RH et finance. Pourquoi, selon toi, là on va parler de horizontal, pourquoi ces trois fonctions-là, elles doivent aussi se parler en direct? Bah, Absolument. encore une fois, moi, le truc sur lequel on n'est pas exactement d'accord, c'est que pour moi, le truc hiérarchique, c'est un peu un truc du passé maintenant. Bon. Et puis, de toute façon, avec la révolution AI qui est en train de se passer, on va vite se rendre compte que le pragmatisme va l'emporter sur l'empirique et que t'as plus, du moment que tu fais le boulot, en fait, voilà. Il y a, il y a des jeux, et notamment dans le futur, étant donné que l'AI va quand même faire une grosse partie du boulot, etc., il y aura peut-être dans certains endroits moins d'équipes, etc. Et donc, il faut réfléchir aussi à, à ce que c'est un contributeur individuel pour une entreprise. Par là, je veux dire que chez Yahoo, il y avait deux programmes. Il y avait un programme de management et il y avait un programme de contributeur individuel, par exemple. Et ça, c'est quand tu es vraiment une très grande entreprise. Et donc, et chez Yahoo, et donc ça, c'est la vision que je donne à vos auditeurs, etc. Tout n'est pas être C-level dans une boîte. Et donc, chez Yahoo, t'avais deux possibilités de monter dans l'entreprise, et tu avais des contributeurs individuels qui étaient sur un même niveau de paiement, de responsabilité, tu vois, pour pouvoir prendre des décisions, etc., que des managers. Et donc tout n'est pas être manager. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont d'excellents contributeurs individuels et qui sont des très mauvais managers. Donc il faut aussi pas essayer de mettre des ronds dans les carrés, ou je sais pas ce que c'est l'expression, mais Totalement d'accord, oui. donc, Ah, on est totalement aligné avec ça. On en parle souvent. Ça s'appelait le Dual Career Path, très exactement. Le Dual Career Path, et c'est tellement vrai et c'est tellement génial. Il faut sortir de l'idée qu'il faut manager des gens pour progresser. Tu peux être quelqu'un de brillant individuellement. tu n'es pas obligé d'être C-level pour exister dans une boîte, etc. Notamment si tu fais le travail. Et en fait, quand on fait le travail, et encore une fois, là j'insiste beaucoup sur les AI, etc., parce qu'on rentre dans une ère très intéressante, où en fait, notamment au légal, pour moi, ce que j'ai toujours trouvé chiant, parce que j'avais fait un stage quand même dans un cabinet d'avocat, et qui m'avait d'ailleurs super démotivé de jamais devenir avocat de toute ma vie, parce que franchement, là, vous commencez par le jingle de Suits, mais alors ça, c'est vraiment, tu vois, Harvey Spencer, il n'existe pas, quoi, faut se le dire. Donc c'est quand même vachement chiant d'être lawyer, because il faut écrire plein de trucs. Et en fait, tu es vachement dans la production, etc., etc. Là où ça devient fun et intéressant, etc., c'est quand tu es dans l'idéation, dans la création, dans la réflexion, etc., etc. Et cetera. Et donc c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que Léa, il te décharge complètement du job chiant que personne n'a envie de faire, taper des trucs pendant des heures, etc., etc. Même s'il y a peut-être deux, trois personnes qui écoutent que ça éclate, et bah, désolé parce que là, Léa, il va faire ce qui vous faisait marrer avant. Mais pour tous les autres qui sont normaux, et ben, maintenant, tu vas pouvoir genre, te concentrer sur ce qui est humain, ce qui est intéressant, ce qui est, voilà. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, je me concentrerai d'abord ça, c'est-à-dire c'est quoi la responsabilité qu'on a, nous, en tant qu'être humain, dans une entreprise, dans la société, etc. Et tu vois, de quoi on est responsable finalement, et c'est quoi le travail. Donc là, le conseil ou la toolbox, c'est simplement de dire que comment je peux rendre le meilleur service à mon entreprise. Et l'autre toolbox dont je voulais parler tout à l'heure, par exemple, en termes de perception, c'est pour ça que l'AI bouleverse tout, c'est j'ai une conversation avec vous là, vous faites enregistrer par l'AI ou pas? Celle-là, non. Bah, tu remettras le texte, vous remettrez le truc dans l'AI, et tu peux faire cracher à l'AI en faisant un prompt assez simple, en disant,
fais un résumé de la conversation, etc. Donne-nous d'abord, tu vois, un résumé de la conversation avec quels sont les accords profonds qu'il y a pu avoir entre Pascal, Pierre et Audrey. Et ensuite, donne-nous une liste des désaccords. Parce que souvent, quand tu sors d'une discussion comme ça, tout le monde va se dire, putain, c'était vachement bien, on était d'accord sur tout, c'était génial, etc. Sauf qu'en fait, on n'était pas exactement d'accord sur tout. Il y a des points de désaccord qui sont pas profonds, mais qui sont dans la nuance. Les nuances, parfois, peuvent être importantes. Tu Ce qui vois, est très... j'aurais dû le faire. Je l'ai mon plot en plus sur moi. Ah bah tu vois. J'aurais dû le faire. Mais non, mais tu vas le faire, puisque de toute façon, tout est enregistré. Ou, Donc c'est... absolument, absolument. Non, non, mais c'est pour te Mais tu dire, le vois, juriste augmenté est dans la salle. je laisse augmenter dans la salle. Mais magnifique, bravo à toi. Mais par contre, tu vois, je risque d'augmenter dans la salle, mais t'as pas eu le réflexe de commencer le truc. Il y a Pas une pour différence. ça. Ouais, mais pas pour ça. Pourquoi? Bah, je Tout sais parce que ne s'arrête jamais. je le fais pas sur Club Sandwich, mais je le fais dans tous mes autres meetings. Confirme. Et là, je suis à Station F, Mister Pascal Gauthier, pour voir la société dans laquelle je suis advisor, qui est une IA de juridique. C'est pour te dire si je suis dedans. Bah, c'est magnifique. Mais là, tu aurais dû déclencher le truc quand même. Parce qu'il y a une différence entre, tu vois, Alors, il faut savoir que Pascal Gauthier ne lâche jamais dans une mais non, argumentation. parce qu'il y a une différence entre savoir et comprendre. Tous les gens disent oui, je sais, mais c'est pas forcément qu'ils ont compris. Parce que sinon, si tu as compris, tu fais enregistrer tout par de l'AI pour pouvoir te challenger toi-même. Et c'est là où ça devient vachement important parce que tu sais, quand on discutait de tout ce qui est leadership, management dans l'entreprise, etc., l'AI va être un super coach pour comprendre les interactions avec les autres et pour soi-même. La dernière fois, j'ai un collègue qui me dit, ouais, en fait, avec un tel, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, etc. Et je dis, bah, est-ce que vous t'avez fait enregistrer les conversations que vous avez avec de l'AI? Bon, la réponse était non. Je dis, bah, t'aurais dû. Parce que si tu l'avais fait, ensuite, tu peux prompter l'AI et dire, explique-moi pourquoi on ne se comprend pas et explique-moi là où j'ai raison et là où j'ai tort. Et parfois, tu es surpris de ce que l'AI te remonte, parce que comme l'AI c'est un juge impartial, elle te dit, bah, en fait, le truc c'est que tu as vachement tort, parce que lui, il a raison, et son point de vue est développé, alors que le tien, il n'y a rien dedans, et en fait, tu t'opposes non objectivement à lui, etc. etc. Et donc, dans mon family office, par exemple, tous les calls qu'on fait avec des boîtes où on investit, etc., le script, à la fin du call, c'est de dire, est-ce que lui, il était bon? Est-ce que moi, j'ai été bon? Où est-ce qu'on s'est compris? Où est-ce qu'on s'est pas compris? Et quelles sont les questions qui restent à poser, etc. etc. Et ça, une fois que l'humain a compris ça, alors ça deviendra un humain qui est augmenté par les AI et qui n'est pas remplaçable. Eh bien, écoute, nous t'enverrons, nous poserons cette question et je t'enverrai le résultat là-dessus. Je vais te poser une dernière question juste avant qu'on clôture. Nous, on adore les anecdotes de nos invités. Est-ce que, bah, du coup, en te focusant plutôt sur le juridique, tu as une anecdote que tu as envie de partager avec les auditeurs, que ce soit marrant ou sérieux, un truc où ça t'a sauvé grave, ou au contraire qui t'a fait marrer, où vous n'étiez pas d'accord, ou au contraire vous étiez totalement d'accord. Voilà, une petite anecdote de Pascal Gauthier avec son juriste, ou ses juristes. Bah écoute, on a déjà raconté celle de Yahoo, donc voilà, donc tu m'en demandes une deuxième. Et donc la deuxième serait... non, l'anecdote, la deuxième c'est plus qu'une anecdote, c'est une dynastie. C'est que quand on a mis en place chez Ledger la fonction juridique, euh, Pierre a fait un recrutement interstellaire et on a quand même mis en place chez Ledger très tôt tout ce dont on est en train de parler maintenant sur le fait de travailler avec les fonctions support. Et pourquoi aussi? Parce que finalement, créer une grande entreprise, c'est aligner trois choses, l'ambition, la résilience et l'exécution parfaite. L'ambition, c'est de savoir ce qu'on veut monter. C'est pas la même chose de monter une pizzeria du coin de la rue et de monter une boîte à 100 milliards. Et d'ailleurs, tout est bien, hein. C'est ceux qui veulent monter une pizzeria au coin de la rue, bah, c'est super, parce qu'il y en a besoin. Et si c'est ça qui vous fait plaisir, et, bah, il faut le faire. Et pour ceux qui savent et qui ont envie de monter des boîtes à 100 milliards, il faut le faire aussi. Il n'y a pas mieux, moins bien. Il y a être le mieux qu'on puisse être dans ce qu'on a envie de faire et de mettre au diapason ses ambitions et son exécution avec la bonne résilience, c'est-à-dire travailler dur et assez pour pouvoir que son business réussisse sans rentrer dans la folie d'insister sur quelque chose où on sait qu'à la fin, ça ne va pas marcher. Et donc dans l'exécution parfaite, une fois qu'on a l'ambition, il faut recruter des gens. Et donc Pierre avait recruté une super équipe qui fait que une de ses recrues, Antoine Thibault, bah, est devenu le general counsel après Pierre. Et ça fait 6 ans qu'Antoine
est à la tête de Ledger au légal et franchement, c'est vraiment impeccable. On a une fonction légale hyper forte chez nous. Je crois que Blanche a fini General Counsel de chez Mistral. Mistral, Mistral. Alexa, General Counsel de chez Conto, Voilà. et Alex Blanc est maintenant ton DRH, Et Alex Blanc qui était. Qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, bah, il faisait juriste droit social. juriste droit social et maintenant c'est mon DRH. Et pareil, Alex, depuis 6 ans, c'est probablement devenu un des meilleurs DRH de Paris, en tout cas pour BotTech, etc., etc. Et Quentin et Comar qui avait commencé dans l'équipe finance, qui est devenu VP Finance et qui est au bout de 6 ans. Et donc voilà. Donc l'équipe qu'on a formée il y a 6 ans, il y en avait donc déjà il y en a deux qui sortaient de chez Pierre et qui a vraiment monté une équipe super. Et donc ça c'est vraiment la preuve et le seeding que Ledger a fait en France de former en fait des general counsel, de montrer comment on fait. Et donc ça c'est sous le leadership de Pierre. Et avec ensuite, bah, je crois que si tu prends Ledger, Conto et Mistral, ça doit être parmi les top 10 boîtes les mieux cotées en France, non, en ce moment, un truc comme ça. Ouais, et pour la petite histoire, j'ai même un membre de l'équipe qui, après Ledger, est devenu magistrate. C'est te dire si Amandine, qui est maintenant magistrate. Donc franchement, je dois avouer, je suis assez fier de mon carré d'as, globalement. Et puis évidemment les autres, Mathis, Manet, etc., qui ont aussi des très belles carrières. Pascal, on va surtout te remercier d'avoir joué le jeu dans ton agenda surchargé, d'avoir trouvé cette heure pour parler avec nous. C'est vraiment important pour la communauté d'entendre le point de vue d'un CEO et surtout d'un CEO comme toi et d'une boîte comme Ledger. Donc, merci infiniment d'avoir pris le temps. Audrey, peut-être un dernier mot avant que je lance le générique? Eh ben, un grand merci Pascal d'avoir pris le temps encore une fois et hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Merci, générique. See the money won't stand.